sachant qu'aujourd'hui, on va commencer peut-être par ce qui est le plus difficile. Mais comme c'est le printemps, tout va bien. On a l'esprit clair. On va étudier la logique et la physique. Donc c'est un mini-cycle de deux conférences, puisque c'est un sujet qu'on a déjà abordé moult fois. Mais il est vrai qu'on peut toujours approfondir et avoir un regard renouvelé sur ces philosophes. Alors, je voudrais commencer par une petite introduction sur les philosophies hellénistiques, dites hellénistiques, qui recouvrent donc le stoïcisme, qu'on va voir, mais aussi l'épicurisme et le scepticisme, puisque cette période hellénistique, vous le savez, commence à la mort d'Alexandre le Grand, donc en 323 avant Jésus-Christ, et donc c'est ce qui marque le point de départ de cette période hellénistique. Et cette mort d'Alexandre le Grand est, cette coïncidence de l'histoire, marquée de très près par la mort d'Aristote, qui se fait à peine un an après, en 322 avant Jésus-Christ. Et il est certain que ces deux disparitions, tant d'Alexandre que d'Aristote, marquent une rupture, marquent une césure dans l'histoire politique, évidemment de la Méditerranée, mais aussi une rupture tout aussi nette dans l'histoire de la philosophie. La philosophie hellénistique, ça on en a déjà un petit peu parlé au cycle précédent, va être différente de la philosophie classique. Et là je citerai François Châtelet. François Châtelet, qui est un grand historien et qui a écrit de très belles choses sur l'histoire de la philosophie. François Châtelet écrit « Ce n'est pas un hasard si le plus ample des dialogues de Platon s'intitule La République. » C'est pas un hasard si le dialogue le plus ample de Platon s'intitule La République, et si c'est dans le cadre d'une réflexion sur l'État qu'il y expose sa théorie philosophique. Donc pour situer le cadre dans lequel s'est exercée la philosophie classique et notamment la réflexion de Platon. Réflexion sur l'État et ce qui fait une des grandes caractéristiques, effectivement, de la vision platoniste. La perte de l'indépendance des cités grecques, conquises par la Macédoine, a pour premier effet de dissocier l'unité de l'homme et du citoyen. Dissocier l'unité de l'homme et du citoyen, du philosophe et du politique, de l'intériorité et de l'extériorité. Cette belle totalité qui caractérise, selon Hegel, l'âge classique de la Grèce, ce temps où l'homme se sentait chez soi dans la cité. Voilà. Je vais reprendre cette citation de Châtelet qui me semble importante pour situer la rupture qui va se passer à cette mort d'Alexandre, à cette mort d'Aristote, qui va donc faire le basculement de l'époque classique de la Grèce, et au niveau philosophique avec Platon, Aristote, à cette période hellénistique, où il y a un certain nombre d'éléments, de visions qui étaient jusqu'alors évidentes, qui ne le sont plus. Et donc Châtelet donne ces exemples. Ce premier effet de cette rupture dissocie l'unité de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire homme égale citoyen. On faisait une réflexion sur l'homme qu'en tant que l'homme était un citoyen, un membre de la cité, de la polis, de la cité grecque. Il aurait été incongru dans la vision platonicienne ou aristotélicienne d'avoir une réflexion sur l'homme, sur sa liberté, sur son destin, sur sa mission sur Terre, en dehors du contexte politique de la police. L'homme était avant tout un citoyen, et un citoyen de la cité.
Donc ça, c'est une première rupture. L'homme est citoyen. Deuxième rupture, du philosophe et du politique. On a vu que Platon, Aristote sont des philosophes politiques, puisque leur réflexion est avant tout sur la justice dans la cité, sur ce mode de vie théorétique qu'on a vu chez Aristote, mais le philosophe est avant tout un philosophe politique, qui réfléchit toujours à l'amélioration de la cité, à l'amélioration de l'homme dans le cadre de la cité. Donc là aussi, philosophe égale philosophe politique. Rupture aussi de l'intériorité et de l'extériorité. C'est-à-dire, il n'y avait pas cette distinction avant, en tout cas pour Châtelet, à la période classique, et là il va y avoir une sorte de rupture qui va se faire à la période hellénistique, où il y a l'intériorité, dans ce que chacun peut, en tant qu'être humain, rechercher à l'intérieur de lui-même, et puis les circonstances extérieures, l'environnement, l'univers. Alors que il y a une sorte, là aussi, d'égalité ou d'analogie entre intériorité et extériorité jusqu'alors, dans la philosophie classique. Et il cite pour cela Hegel, qui caractérisait l'âge classique des Grecs comme cette belle totalité, c'est-à-dire cette vision totalisante, totale de l'homme et du citoyen. Bon, ça c'est Hegel qui le voit comme ça. Ce n'est pas qu'on ne va pas trouver, notamment chez les stoïciens, la notion de totalité, mais ça sera un petit peu différent. Et donc je continue la citation de Châtelet. Dorénavant, le cadre traditionnel de la cité grecque s'efface devant des systèmes de gouvernement dont les décisions échappent à la critique et à la délibération des hommes. Et le philosophe se trouve plus facilement confiné soit dans la théorie pure, soit dans la prédication seulement morale. C'est-à-dire il va y avoir une sorte de dissociation entre la théorie et la pratique, on va dire, et le côté éthique, moral, alors que à l'âge classique, ceci était très fortement lié. L'un n'allait pas sans l'autre. La politique, forme la plus élevée de la praxis pour les Grecs classiques, cesse de dépendre de lui pour relever d'un maître étranger. C'est-à-dire, en résumé, le citoyen n'a plus l'impression d'avoir son mot à dire et une capacité d'influer sur les décisions politiques. Alors qu'à l'époque du siècle de Périclès, de cette fameuse, entre guillemets, démocratie athénienne, chacun pouvait s'exprimer, influer sur les décisions, et les cités grecques, elles étaient autonomes, et on pouvait donc influer sur le destin de ces cités. Là maintenant c'est terminé, puisqu'avec Alexandre on a un très grand empire qui va être partagé à sa mort. Il va y avoir de grandes querelles entre les diadoques, tout ça, qui vont se disputer le pouvoir, mais les cités grecques ont perdu leur indépendance, leur autonomie, et donc il y a une sorte d'éloignement de la vision politique. C'est-à-dire que, la politique ne se décide plus dans la cité, elle est décidée par d'autres qui sont plus loin et qui sont étrangers, qui plus est, aux cités grecques. Et donc, c'est le moment où la liberté de l'homme libre, qui jusque-là se confondait avec l'exercice des droits civiques, se transforme, faute de mieux, en liberté intérieure. C'est ce clivage que Châtelet souligne, que liberté, si elle ne peut plus s'exprimer autant dans le cadre collectif de la cité, la police, eh bien cette liberté va devenir une notion intérieure. C'est là le clivage entre intériorité et extériorité, donc liberté intérieure. Et ça, c'est ce qu'on va voir évidemment avec les stoïciens,
dont les derniers, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, vont porter cela à un sommet, comment être libre dans toutes circonstances, y compris en prison, y compris sous la torture, y compris avec un bourreau, c'est-à-dire, là c'est vraiment le maximum de circonstances extérieures défavorables, et comment l'homme peut garder sa liberté intérieure, sa sagesse intérieure. Donc ça c'est une des grandes questions des stoïciens. Et ça s'explique aussi d'un point de vue historique. Et je termine avec toujours François Châtelet. Les idéaux grecs d'autarcie et d'autonomie qui cherchaient à se satisfaire dans la cité se trouvent confiés aux seules ressources de l'homme individuel. C'est-à-dire qu'il va y avoir un projecteur, une loupe mise sur l'homme individuel, avec ses ressources propres, puisqu'il peut moins compter que par le passé sur les ressources de la collectivité, et notamment de l'éducation qui était fournie par la cité grecque. Donc, comment faire avec ses propres moyens, avec ses propres ressources, pour quand même naviguer correctement dans la tempête. Grosso modo, c'est ça le message des derniers stoïciens. La spéculation sur la nature tend à devenir auxiliaire d'une morale préoccupée avant tout de procurer à chacun le salut de son âme. Et ça, c'est ce qu'on verra avec Sénèque, avec Épictète, avec Marc Aurèle, donc les stoïciens de l'ère impériale, du nouveau stoïcisme, où l'éthique va prendre vraiment le devant, très nettement, sur les deux autres disciplines de la philosophie stoïcienne, qui sont la logique et la physique. Où, effectivement, comme on le verra, le stoïcisme devient une sorte de philosophie d'État pour survivre dans une période extrêmement troublée, où la décadence de l'Empire romain commence déjà la désintégration de l'Empire romain commence déjà à se faire jour. Donc presque une éthique de survie, je dirais, à cette époque-là. Voilà, disons comment on peut résumer très rapidement cette rupture, cette césure qui se fait entre la philosophie classique et la philosophie dite hellénistique, déjà, et ensuite post-hellénistique. Alors, c'est aussi le moment, puisque tout n'est jamais très simple, mais plutôt complexe, où cette dissolution des anciens cadres politiques et le brassage des populations, puisque suite à la conquête d'Alexandre, il y a beaucoup de brassage de populations, tout ceci fait naître une vision nouvelle de la solidarité, une solidarité nouvelle, et c'est ce qu'on va appeler l'époque ou la naissance du cosmopolitisme. Cosmopolitisme, cosmos, polis. Ce n'est plus la police, la cité grecque, donc la cité d'Athènes, la cité de Sparte, petite cité autarcique, autonome, dans une sorte de fédération avec des cités qui se font la guerre, mais qui sont quand même autonomes et autarciques, une grande partie, avec cette vision où la cité, la police, c'est l'univers. Une vision cosmopolitique. Et c'est pour ça que chez les stoïciens, on va trouver cette notion d'être citoyen du monde. Dans l'époque classique, on est citoyen d'Athènes. Rappelez-vous Socrate, je suis citoyen d'Athènes, j'obéirai jusqu'à ma mort aux lois d'Athènes. On est citoyen d'une cité, d'une ville. On est citoyen de Sparte. Citoyen de toutes ces villes qui vont faire la confédération de Corinthe. On est d'Olympie, on est de Corinthe. Là non, on est citoyen du monde et évidemment ça va de pair avec la constitution de cet empire qui est la conséquence des conquêtes d'Alexandre. Donc,
les philosophes et les philosophies de l'époque hellénistique vont se préoccuper de donner une réponse au problème d'adaptation posé à l'individu par les transformations sociales. Donc déjà, à cette époque, il y avait nécessité de s'adapter à des transformations sociales. Et ces philosophies hellénistiques, donc stoïcisme, épicurisme, scepticisme, et le scepticisme, le cynisme aussi, mais surtout le scepticisme, vont être des réponses à cette nécessité de s'adapter à des changements sociaux et politiques et économiques évidemment importants. Et donc ces philosophies auront une fonction idéologique, on va dire, plus marquée, avec un discours idéologique plus marqué que les philosophies de l'âge classique. Et va de pair avec cette notion de cosmopolitisme, ce niveau d'universalité qu'on va trouver dans les philosophies hellénistiques. Aussi bien dans le stoïcisme que dans l'épicurisme, on va avoir des propositions de mode de vie, de comportement qui sont universels. C'est pour ça que, encore aujourd'hui, lire Sénèque, Épictète, Marc Aurèle peut être source d'inspiration, puisque, même si le contexte historique et politique a changé, il y a des éléments qui touchent l'universel, c'est-à-dire qui sont valables en tout temps, en tout lieu. C'est pour ça qu'on a parfois l'impression que ça a été écrit hier, c'est extrêmement contemporain, et ça nous touche par cet aspect-là, plus peut-être que les œuvres classiques, où on sent davantage le cadre politique et la vision de l'homme de l'époque. Donc ils vont proposer des scénarios atemporels qui sont proposés à l'homme occidental. Mais rappelez-vous, comme on avait vu aussi avec le courant néoplatonicien, comment on pouvait être proche de certaines visions de l'Orient. Ce qui veut dire qu'il y a un côté d'universalité dans cette philosophie hellénistique, et donc en grande partie stoïcienne. C'est probablement de là que va naître le concept plus populaire de la philosophie. On avait vu que les écoles, aussi bien le portique que le jardin d'Épicure, le portique stoïcien au jardin d'Épicure, étaient plus ouverts que les écoles classiques, et c'est probablement grâce aux stoïciens qu'on a encore aujourd'hui ces expressions « prendre le monde ou la vie avec philosophie ». Être philosophe dans la vie, prendre la vie avec philosophie, puisqu'il y a cette ouverture, cette popularisation, cette démocratisation de l'enseignement de la philosophie. Donc ça aussi c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc prendre la vie, les événements avec philosophie, merci aux stoïciens, aux épicuriens, aux sceptiques. Alors, donc ça c'était une petite introduction générale sur la spécificité de ces philosophies, de ces courants hellénistiques. Quels sont les représentants donc du stoïcisme à Rome, puisque aujourd'hui on parle de Rome? Simplement un petit rappel, puisque le stoïcisme est grec au départ, il tire son nom de Stoa, le portique, qui était le lieu d'Athènes où se réunissaient les adeptes. Et contrairement à l'épicurisme, il n'y a pas un seul fondateur du stoïcisme, mais trois en fait. Zénon, Cléante et Chrysippe, qui forment une troïka ou un triptyque, puisque on pense que cette doctrine stoïcienne s'est constituée progressivement grâce aux apports successifs de Zénon, Cléante et Chrysippe qui est probablement à juste titre considéré souvent comme le second fondateur du stoïcisme.
Le premier, c'est Zénon, Zénon de Citium, mais après une période un peu plus floue avec Cléante, et déjà avec des dissensions internes ou des influences externes, c'est Chrysippe qui a un rôle important. C'est un grand penseur, un grand dialecticien, un grand écrivain, et il va sauver l'unité, en fait, du mouvement stoïcien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Zénon, Cléante et Chrysippe, c'est l'ancien stoïcisme. Ce qu'on appelle l'ancien stoïcisme, le stoïcisme de départ, qui est un stoïcisme grec. Puisque le portique est créé vers 300, avant Jésus-Christ par Zénon. Et à partir de là, cet enseignement stoïcien va se transmettre avec une grande continuité pendant plusieurs siècles. Et pendant la période hellénistique, proprement dite, on a deux grands philosophes qui sont malheureusement pas très connus, qui sont Panétus, originaire de Rhodes, donc 185-112 avant Jésus-Christ, et son disciple Posidonius, qui lui est originaire d'Apamée, donc dont les dates sont 135 et 51. Ce sont ces deux philosophes qui vont avoir le mérite historique d'introduire le stoïcisme à Rome. C'est eux qui introduisent le stoïcisme à Rome, et c'est ce qu'on appelle, faute de mieux, le moyen stoïcisme. C'est comme dans les périodes de l'ancienne Égypte, on a l'ancien empire, le moyen empire, le nouvel empire. Bon, ben là c'est pareil, on a l'ancien stoïcisme, le moyen stoïcisme, et on aura le nouveau stoïcisme. Donc le moyen stoïcisme qui va être caractérisé par bien sûr la continuité du mouvement stoïcien, mais aussi avec beaucoup d'influences platoniciennes, aristotéliciennes, sachant que ces écoles évoluent aussi de leur côté. Alors Panétus, lui, il dirige l'école stoïcienne pendant 19 ans, de 129 à 110, 110-112, et il apprend la philosophie à Athènes, avec un maître qui s'appelle Antipater. On peut retenir son nom, enfin, c'est surtout Panétus qui est intéressant. Et formé à Athènes, il va partir à Rome. Et c'est là où va se passer donc ce glissement de la philosophie d'Athènes à Rome. Il devient l'ami de Scipion Émilien, qu'il va accompagner à Alexandrie, et qu'il va accompagner aussi dans un certain nombre de voyages que va faire Scipion Émilien le long des côtes occidentales de l'Afrique. Donc ils vont voyager. Les deux hommes, dit-on, Panétus et Scipion Émilien, se portent une mutuelle estime. Et là, je reprendrai une analyse aussi de Châtelet qui dit qu'il faut voir dans cette estime mutuelle quelque chose de significatif, pas simplement au niveau de ces deux hommes, mais de manière plus générale. Dans le sens où beaucoup de Romains de la haute société, les Romains célèbres, vont être amis des philosophes stoïciens. Vous disiez que c'était une philosophie populaire, mais en fait, il y a beaucoup de membres de l'élite romaine qui vont être fascinés, touchés par cette philosophie stoïcienne. Et je cite Châtelet qui dit « Rome, il faut voir que Rome s'impose partout grâce à ses légions et à ses juristes qui font régner la fameuse Pax Romana, la paix romaine. Mais les citoyens romains ont besoin d'une morale personnelle, et ils trouvent dans l'humanisme universaliste des stoïciens une vision et une doctrine susceptibles de répondre à leurs aspirations. » Et on va avoir donc beaucoup de grands hommes de guerre, de l'armée romaine, mais aussi des grands juristes, des grands hommes d'affaires, qui vont trouver dans la philosophie stoïcienne une vision qui leur correspond. Parce que c'est une philosophie d'action. Et d'action
concrète, pas simplement d'action politique, mais qui va donner des conseils, un certain nombre de repères par rapport à l'action. Et les Romains ne sont pas peut-être des grands métaphysiciens, ça c'est plutôt les Grecs, mais les Romains sont des bâtisseurs, sont des hommes d'action. Et ils vont trouver dans le stoïcisme une vision qui leur convient. C'est pour ça qu'il y a ces amitiés qui se fondent avec les philosophes stoïciens et les grands décideurs, en fait, de Rome. C'est peut-être ce qui explique, dit-il, que Panitus eut pour ami un grand nombre de Romains très célèbres. Scipion cité, mais aussi le neveu de Scipion, le proconsul Rufus, des grammairiens célèbres, enfin, voilà. Donc il va y avoir une sorte d'osmose entre la mentalité romaine et la vision stoïcienne. Encore plus qu'épicurienne, mais la vision stoïcienne, ça leur convient. C'est pour ça qu'il y a un tel développement du stoïcisme à Rome. Alors que l'ancien stoïcisme était plus métaphysique et donc correspondait davantage à la mentalité grecque. C'est pour ça que le stoïcisme ne va pas être très créateur, encore que, on va voir quand même des originalités, des spécificités dans la logique et dans la physique, mais surtout il va quand même avoir le mérite de transmettre le legs grec et surtout ce génie d'adaptation à la mentalité, au génie romain. Puisque chaque peuple a son propre génie, et là, c'est pour ça que le stoïcisme va devenir, avec Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, presque une philosophie d'État. Une philosophie officielle, disons. Donc, avec Panitus, on dit que le stoïcisme s'infléchit vers une sorte d'humanisme, c'est-à-dire, c'est vrai que le côté plus cosmique, plus métaphysique de l'ancien stoïcisme disparaît un peu, au profit d'une vision plus humaniste, plus centrée sur l'homme. Et la doctrine va perdre un peu de sa rigueur, et Panitus, dit-on, fait preuve d'un certain éclectisme en intégrant des éléments platoniciens et aristotéliciens, et il va intégrer un élément que l'Académie platonicienne va aussi intégrer, qui est une sorte de probabilisme, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le domaine de la certitude, ou de la conviction affirmée, mais dans ce qu'on appelle le probabilisme. Voilà, il est probable que les choses se passent comme ça, et beaucoup moins une conviction faite. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont un traité qui s'appelle Du Devoir, et on le cite parce que Cicéron s'est fortement inspiré de cet ouvrage de Panitus. Vous savez que Cicéron est un homme qui s'est beaucoup inspiré des œuvres des stoïciens, même si il a aussi beaucoup étudié les autres courants qu'il aimait. Parfois, il fait une sorte de synthèse entre tout ça, mais il était particulièrement proche des stoïciens. Comment s'appelle son traité ? Du devoir, qui est évidemment une notion importante chez les stoïciens. Ensuite, on a Posidonius, donc Posidonius d'Apamée, qui est un élève de Panitus, qui fut l'ami de Pompée. Vous voyez, on continue dans les amitiés avec des hommes politiques. Donc Pompée, bon, il aurait pu être l'ami des Marseillais aussi, Posidonius. Et surtout, il est connu pour être l'ami et le maître de Cicéron. Ouais, de Cicéron. Cicéron s'est beaucoup inspiré des œuvres de Posidonius. Alors, Posidonius dirige l'école stoïcienne de Rhodes à un moment donné, et c'est là que Cicéron le rencontre. On dit de Posidonius que c'est un savant complet qui vise à établir une synthèse de toutes les sciences dans une optique stoïcienne. Alors, ce sont deux philosophes peu connus, parce qu'on n'a retrouvé que des fragments de leurs œuvres, comme pour les représentants de l'ancien stoïcisme d'ailleurs.
mais qui aujourd'hui sont de nouveau réétudiés, puisque quelque part la philosophie stoïcienne retrouve un peu ses lettres de noblesse, puisque pendant longtemps on a considéré que sa métaphysique, sa logique, sa physique était un peu mineure par rapport aux monuments platoniciens et aristotéliciens. Et aujourd'hui, une sorte de remise en avant de leurs œuvres et de leurs pensées. Donc Panétus et Posidonius. Il faut savoir que par rapport aux œuvres, par contre, on a trouvé presque toutes les œuvres de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Donc ça aussi, c'est important pour la connaissance de leur pensée. Alors, des ouvrages de Posidonius, il ne nous reste que des fragments, mais Cicéron, semble-t-il, s'en est fortement inspiré, notamment pour écrire ses Tusculanes, ce qu'il a écrit, Cicéron, dans sa villa de Tusculum, et ses ouvrages sur les dieux, la divination, un certain nombre de traités de Cicéron qui sont directement inspirés, semble-t-il, de Posidonius. Et de nombreux auteurs postérieurs aussi s'en sont inspirés, comme Sénèque, Proclus, qui citent Posidonius. Et Diogène Laërce cite abondamment aussi Posidonius. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le moyen stoïcisme, où il va y avoir, en général c'est ce qu'on dit, une sorte d'humanisation de la doctrine, de la sympathie universelle. La sympathie universelle, c'est ce qui apparaît déjà au moment de l'ancien stoïcisme, donc du stoïcisme grec, au niveau cosmique, au niveau de la physique, et cette notion de sympathie universelle va être reprise au moment du moyen stoïcisme et humanisée. Et c'est cette direction d'humanisation du moyen stoïcisme qui va être plus tard résumée par Sénèque. Quand il dit « Aucune école n'a plus de bonté et de douceur. Aucune n'a plus d'amour pour les hommes, plus d'attention au bien commun. La fin qu'elle nous assigne, c'est d'être utile, d'aider les autres et d'avoir le souci non pas seulement de soi-même, mais de tous en général et de chacun en particulier. » Voilà comment Sénèque, un petit peu plus tard, va définir cette école du moyen stoïcisme. C'est-à-dire une philosophie très préoccupée par l'homme, par ses missions, par aussi ce vécu de cette sympathie, cette amitié, cette sympathie qui vient de l'univers, mais que chaque être humain doit pouvoir vivre. C'est pour ça qu'il parle d'une école de bonté, de douceur, ce qui n'est pas forcément la vision qu'on a quand on étudie l'ancien stoïcisme, qui est beaucoup plus métaphysique. Et ensuite, on a donc le nouveau stoïcisme. Nouveau stoïcisme avec ses trois grands représentants, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, et donc ce qu'on appelle parfois le stoïcisme impérial. Le stoïcisme impérial, puisqu'il correspond à l'époque de l'Empire romain, où il va y avoir en quelque sorte une sorte de retour à l'orthodoxie de l'ancien stoïcisme. Il va y avoir toujours cette idée d'humanisme et de préoccupation pour l'homme, mais ce qui avait été un petit peu oublié au niveau de la logique, de la physique, va être étudié. Et on peut dire que ces trois philosophes et hommes politiques en même temps seront les véritables propagateurs du stoïcisme en Occident, puisque Rome va être le haut-parleur du stoïcisme pour tout l'Occident. Donc ce sont ces trois, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, ces trois philosophes romains qui vont faire connaître ce stoïcisme à tout l'Occident, et à une époque où Rome a supplanté Athènes depuis déjà un certain temps, mais où la décomposition du monde romain commence à se faire sentir, et où l'aspect éthique du stoïcisme va aussi prendre les devants de la scène.
Avec l'intérêt de ces trois auteurs, c'est qu'on a leurs œuvres qui sont en grande partie accessibles. Comme le dit Châtelet, à l'époque impériale, le nouveau stoïcisme donne à l'élite son armature morale. Donc ça, c'est la mission, enfin c'est le rôle que vont jouer Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Donner aux citoyens, dans une époque de décadence, de décomposition, la force morale. Comme dit Châtelet, le stoïcisme aide à mourir pour les victimes des tyrans. Tel Sénèque. Au IIe siècle, avec l'esclave Épictète ou l'empereur Marc Aurèle, le stoïcisme devient philosophie d'État, inspirant les décisions philanthropiques des princes les plus sages et fournissant un idéal aux âmes dégoûtées de la corruption ambiante. Donc, l'éthique stoïcienne vue comme vraiment une armature donnant aux citoyens le courage de naviguer dans des temps troubles, pour le moins. François Châtelet. Donc, si elle n'est pas trop créatrice, cette philosophie romaine n'en reflète pas moins le propre du génie romain, l'application de la spéculation à l'action, qui est aussi liée à l'expansion de l'Empire et à l'universalisation politique et du droit. Et donc, voilà, cette philosophie à Rome va être ce vecteur de l'impérialisme romain, enfin impérialisme pas comme on l'entend aujourd'hui, mais enfin une notion d'empire et d'universalisation, et en même temps donner des scénarios pour la vie vraiment de tous les jours. S'il vous plaît, Sénèque et Épictète se situent à quelle époque? Enfin, l'époque, oui, mais... L'époque de l'Empire romain. Sénèque, c'est moins 5, 5 avant Jésus, il est à cheval, au tout début de l'ère chrétienne, et après c'est 1er, 2e siècle de notre ère. Donc c'est l'Empire romain qui est déjà à son apogée et en période déjà de décomposition, de corruption, de désagrégation. Voilà, les germes de la décadence. Alors, voilà, petite introduction historique, mais philosophie de la totalité, on va dire, pour le stoïcisme. Puisque la philosophie stoïcienne est la première de l'histoire à se dire et à se vouloir systématique. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, cette philosophie de système, systématique. Le mot systéma, en grec, désigne la constitution d'un organisme vivant ou d'une cité, c'est-à-dire système, c'est un système vivant. Fonctionnement de quelque chose d'organique. Mais en fait ce sont les stoïciens, parce que c'est un mot grec, d'origine grecque, ce sont les stoïciens qui vont l'appliquer pour la première fois à la philosophie. Ça c'est très important de voir que pour eux, la philosophie, la description de l'univers, la description de l'homme, la description de la cité, sont autant de descriptions de systèmes, c'est-à-dire d'organismes vivants. C'est pour ça que leur philosophie, ils la veulent systématique. Alors, aujourd'hui, le terme systématique a une connotation un peu différente, mais plutôt de voir tout élément qui est étudié comme un tout. D'abord de le voir comme un tout, comme un ensemble, même si on sait qu'il est composé de parties, on donne la priorité à la vision du tout et à la solidarité des parties entre elles. C'est ça qui va donner la notion de sympathie, de solidarité entre les parties du tout. Donc, ce qu'ils veulent signifier par là, c'est que la philosophie est un tout, et qu'ils vont néanmoins séparer en trois parties, mais pour bien faire comprendre que ces trois parties sont
sont liées entre elles et qu'elles sont toutes les trois indispensables. Si on en enlève une, eh bien c'est l'ensemble qui est détruit. Donc cette exigence formelle de voir les choses comme un système s'appuie sur l'intuition d'un univers parfaitement organisé. Un univers parfaitement organisé, parfaitement harmonieux, parfaitement construit, jusque dans le moindre de ses détails. On le verra avec la physique, par l'action d'un principe unique, de sorte que cette systématisation, ou ce côté systématique ou total, cohérent de la philosophie, ne fait que refléter cette sympathie, cette attraction mutuelle des parties du tout. La vision de l'univers, c'est une vision d'un tout, d'un organe, comme un corps humain, où tous les organes sont nécessaires. Et fonctionnels. C'est-à-dire, si on enlève un, c'est la totalité qui est détruite. Alors, le stoïcisme va néanmoins, à des fins pédagogiques, définir trois disciplines, trois parties, la logique, la physique et l'éthique. La logique, la physique ou l'éthique ou la morale, ou parfois appelée aussi la dialectique. Et ils vont se demander parfois dans quel ordre les enseigner, puisqu'ils sont trois disciplines essentielles. Et la plupart des auteurs stoïciens voient dans l'éthique, en fait, la finalité, mais donc ce vers quoi convergent les deux autres disciplines, c'est-à-dire la logique et la physique. C'est-à-dire que la logique et la physique sont imbriqués l'une dans l'autre, mais vont converger vers l'éthique. Et alors, qu'est-ce que apporte chaque discipline? La physique, la physique, c'est l'étude de la physis, donc de ce qui croît, de ce qui se développe, nous révèle l'ordre cosmique. C'est-à-dire, puisqu'on dit que l'univers est un tout parfaitement organisé, c'est la physique qui va nous expliquer la structure de cet univers. Et pourquoi la physique découle dans l'éthique? Eh bien, parce que c'est ce même ordre, cette même organisation auquel nous devons conformer notre vie. Vivre selon la nature, comme vont dire les stoïciens impériaux, c'est vivre selon la nature, vivre selon sa nature, c'est-à-dire que sa nature, sa propre nature, est une parcelle de la nature. Et donc c'est la même organisation dans le tout et dans la parcelle. Ça c'est pour la physique. Et la logique nous apprend l'art de bien penser. L'art de bien penser, l'art de distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire là, c'est vraiment le fonctionnement de la pensée et du langage, comme on le verra. Donc la logique, l'art de bien penser, c'est la condition aussi du bien vivre. C'est pour ça que la logique va avoir comme débouché l'éthique, puisque bien penser, c'est la condition sine qua non pour bien vivre, pour être un bon citoyen. Savoir distinguer le vrai du faux, avoir des représentations les plus justes possibles. C'est Épictète qui dira la logique, ou dialectique, mais c'est plutôt le terme de logique qui est employé, a trois utilités. Elle peut seule nous apprendre à discerner les représentations raisonnables de celles qui ne le sont pas. Là, c'est la logique, vous voyez, qui découle naturellement sur l'éthique. Apprendre à discerner les représentations raisonnables ou rationnelles de celles qui ne le sont pas. Deuxièmement, appliquer nos prénotions du bien et du mal au cas particulier.
C'est-à-dire que les stoïciens vont donner beaucoup d'importance au singulier, au cas particulier, et moins aux généralités. On verra tout à l'heure. Et enfin, à rester cohérent dans nos résolutions. Donc là, c'est évident qu'au moins chez Épictète, la logique ne sert que parce qu'elle est le fondement, le soubassement de l'éthique. Donc, on n'étudie pas la physique pour la physique, on n'étudie pas la logique pour la logique, on étudie la physique et la logique pour l'éthique, pour être, ce que je vous avais déjà expliqué, cohérent. Ça, c'est le propre, déjà, du stoïcisme hellénistique, donc du moyen stoïcisme et du nouveau stoïcisme. C'est-à-dire qu'on garde la logique et la physique, mais elles sont quand même un petit peu subordonnées à l'éthique. Alors, ce qu'on va étudier là maintenant, c'est quelles sont les originalités, la spécificité de ces deux grandes disciplines, la logique et la physique. Donc chez les stoïciens, et on abordera peut-être l'éthique, mais l'éthique, on va surtout l'étudier, évidemment, la semaine prochaine. Donc, logique et physique, qui sont, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui un petit peu revalorisées, parce qu'on voit que les stoïciens ont quand même eu des intuitions originales, et que ça vaut le coup quand même de les étudier, et qui ne sont pas simplement une vision réduite du platonisme ou de l'aristotélisme, qui a vraiment une pensée, une logique, une physique stoïcienne à part entière. Alors on va commencer par la logique, parce qu'on peut commencer, vous avez compris, par n'importe quelle discipline. On pourrait commencer par la physique. Bon, il faut faire un choix, donc j'ai fait le choix de la logique. Parce que c'est le plus difficile, peut-être. La logique stoïcienne, c'est une logique, comme disent certains, de l'exprimable. La logique, une logique de l'exprimable, c'est-à-dire de ce qui est exprimé. Alors on va voir la spécificité de la logique stoïcienne. Et déjà un premier paradoxe, c'est que qui est le fondateur de la logique ? Qui est le fondateur de la logique ? Aristote. C'est lui le fondateur de la logique, avec ses fameux traités, l'organon de la logique. Mais c'est le fondateur théorique, de la logique, pas simplement, mais non, c'est lui le pionnier de la logique, mais c'est aux stoïciens que nous devons l'usage du mot logique pour désigner la science du vrai et du faux. Donc ça, c'est très important. Donc, ils ne sont pas les créateurs de la logique, ils ne sont pas les fondateurs de la logique, les stoïciens, mais c'est à eux qu'on doit l'usage du mot logique et qu'ils vont désigner comme la science du vrai et du faux. Voilà, ça c'est la définition stoïcienne de la logique. La science du vrai et du faux. Et le fait que la logique soit pour les stoïciens déjà une science, c'est en soi une innovation importante. C'est une science, ce que ça ne l'était pas forcément pour Aristote. Alors, cette logique stoïcienne, elle va se démarquer de manière radicale de la logique aristotélicienne. La logique aristotélicienne, on la connaît, disons de manière simple, par les fameux syllogismes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple de la logique d'Aristote, qui est quand même assez touffue. La notion de syllogisme, où qu'est-ce qu'on constate dans les syllogismes ? Ce sont des manipulations de propositions avec des concepts. Et certains concepts
plus universels, plus généraux que d'autres. Hein. Vous rappelez celui qu'on cite toujours, tous les hommes sont mortels. C'est-à-dire, bon, ça donne quand même une idée fondamentale sur qu'est-ce que l'homme, c'est-à-dire sur l'être, hein, ce qu'on appelle l'ontologie aristotélicienne. Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Ça nous dit aussi quelque chose sur l'identité de Socrate, sur la manière de définir Socrate. Donc, proposition conséquente, Socrate est mortel. Donc là, vous voyez, ce sont des concepts. Il y a le concept d'homme, il y a le concept de mortel. Donc, ce sont des idées, des concepts, avec des emboîtements de concepts du plus général, plus particulier. Tous les hommes sont mortels, c'est général. Socrate est mortel, c'est particulier, c'est pour Socrate. La proposition stoïcienne, elle est radicalement différente. Ils ne vont pas s'intéresser à des concepts, mais à des événements. Toutes les propositions qui sont constitutives de la logique stoïcienne, ce sont des événements, ce sont des relations qui se déroulent dans le temps, ce sont des faits, ce sont des situations. Et ça en dit long sur la vision stoïcienne, qui accorde beaucoup d'importance au mouvement, au temps qui passe. Donc, la proposition stoïcienne, elle énonce des événements, par exemple, il fait clair, cette femme a enfanté. Enfin, ce sont des photos prises à un moment donné de certaines situations. Ce sont des événements, ce qu'on appelle des événements. Donc, le raisonnement ou la logique stoïcienne va porter sur des implications de relations temporelles. C'est la mise en correspondance de relations temporelles. Par exemple, si cette femme a adulé, c'est qu'elle a enfanté. Dion se promène, c'est qu'il fait jour. C'est-à-dire, ce sont, vous voyez, des juxtapositions de propositions qui prouvent que, bon, il y a un lien entre le fait, par exemple, pour une femme d'enfanter et d'avoir adulé. Donc, ce ne sont pas des grands concepts généraux, des principes existentiels ou essentiels, mais des situations particulières, des relations temporelles. Si le syllogisme d'Aristote s'appuie sur la différence de qualité entre les concepts, concept particulier, concept général, universel, les plus universels qui englobent les moins universels, les stoïciens ignorent cette distinction de l'universel et du particulier. Ça c'est très important. Si, dans l'opposition de la logique stoïcienne et de la logique aristotélicienne, chez les aristotéliciens, il y a le particulier et il y a le général. Le particulier et l'universel. Chez les stoïciens, tout est mêlé. Ils refusent donc même le concept d'universel ou de particulier. Tout est universel, en fait. C'est pourquoi la proposition stoïcienne désigne non des concepts, mais des événements. Alors, je vais vous donner une petite citation, toute petite citation, de Simplicius, qui est un philosophe romain. Ils disent, donc là il parle des stoïciens, ils disent que le général n'est rien. En effet, l'homme n'est pas quelqu'un, car la généralité n'est pas quelque chose. C'est simplement pour dire que les stoïciens refusent de généraliser à partir d'un cas particulier. Donc, leur logique, c'est de juxtaposer, de faire des propositions à partir d'événements particuliers. Et de là, on n'en tire aucune généralisation.
ce sont des relations temporelles qui permettent de définir la sagesse. Et le temps est pour les stoïciens l'expression de ce dynamisme de la vie universelle et de son harmonie. Donc, ça, un point que je vais résumer ainsi, si dans la logique d'Aristote, on a la mise en évidence de relations de cause à effet, une cause produisant des effets, et l'explication de cette causalité, de ces relations de causalité, les causes et les effets, chez les stoïciens, il n'y a pas de relation de cause à effet. Et comme Tal l'explique, parce que c'est pas très simple à comprendre, il n'y a pas de relation de cause à effet, l'effet n'est que le signe ou l'expression de la cause. Ou je dirais, l'effet n'est que une expression de la cause. Mais il n'y a pas de relation de causalité ou de nécessité, si vous voulez, entre la cause et l'effet. On juxtapose simplement des événements temporels. Si on sait que Dion se promène lorsqu'il fait jour, simplement ce qu'on peut dire, tiens, Dion se promène, il fait jour. Mais on ne va pas faire de cela une généralité. Et ça c'est important pour les structures de la logique parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette logique stoïcienne a été longtemps dévalorisée. On a vu comme un sous-produit de la logique aristotélicienne, si je puis dire. Mais en fait, il a fallu attendre le 19e siècle, avec des mathématiciens, des philosophes comme Frege et d'autres, qui vont s'intéresser à la logique, pour revaloriser cette notion de logique stoïcienne, qui est une autre logique que la logique aristotélicienne, qui saisit les relations entre les choses, entre les événements, lorsqu'ils se produisent. C'est-à-dire dans le fil, si vous voulez, dans le fil de l'eau, dans le fil du temps, sans théoriser. Si une femme a du lait, bon, c'est qu'elle a enfanté. Mais c'est bien une cause à effet, ça. Non, ce n'est pas dans le sens d'une causalité vraiment qui va expliquer les choses. On juxtapose ces deux propositions, mais comme il dit, l'effet n'est que l'expression, une expression de la cause. Ça fait pas très logique. C'est la logique stoïcienne qui est un peu peut-être déroutante, mais sur quoi on a l'impression que c'est en soi, c'est une constatation. une constatation. C'est une constatation de choses contemporaines. C'est ça. C'est-à-dire que la logique stoïcienne est une logique d'interaction d'événements. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est redécouverte quelque part. C'est plus une vision systémique et de complexité, mais sans pouvoir généraliser. C'est-à-dire, un stoïcien va s'interdire de généraliser. Toute femme qui enfante a du lait. Ça, non. Parce que, simplement... Des femmes, non, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive que des femmes enfantent et n'aient pas de lait. Donc, voilà. Donc, ce que dit... Mais autant que ceux qui généralisent. Oui. Là, il y a une sorte d'interdiction, on s'interdit de généraliser et donc d'abstraire. Puisque là, les stoïciens veulent rester dans le concret, dans le sensible, dans le concret. Alors, bon, vous discuterez à la pause, je termine simplement avec une petite définition de cette logique stoïcienne. C'est un rapport de succession ou de coexistence. Voilà, c'est un rapport de succession ou de coexistence qui se substitue à l'existence d'entités éternelles et immuables. Voilà. Attendez, pas de panique, je vous le répète. Mais ça, c'est l'essentiel pour comprendre la logique stoïcienne. Je vous le répète, c'est un rapport de succession
ou de coexistence, hein, donc rapport temporel, de succession, d'interaction, on disait, mais bon, rapport de succession ou de coexistence qui se substitue, donc qui va remplacer ce qui était dans la logique aristotélicienne, qui était la recherche de l'existence d'entités éternelles et immuables. C'est bien ça que recherche Platon, non? Les idées, hein, et Aristote, la contemplation, la théoria, les concepts généraux. Donc, un rapport de succession ou de coexistence qui se substitue à l'existence d'entités éternelles et immuables, qui était le propre de la logique des socratiques, hein, c'est-à-dire des platoniciens et des aristotéliciens. En d'autres termes, l'idée d'essence est abandonnée, l'idée d'essence, de la recherche de l'essence, hein, donc de l'unité, de l'essence, de la cause, des causes, la cause sans cause, enfin, cette métaphysique est abandonnée. Les stoïciens ne se préoccupent pas de savoir quelle est l'essence, hein, des choses, hein, mais c'est l'idée de la succession, de l'interaction, de la coexistence des choses, des situations temporelles notamment. Et ça définit très très bien. Je vais vous donner une autre citation qui permet de comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas évident de dire. Voilà, j'ai trouvé une très belle citation qui permet de comprendre ceci, parce que c'est pas toujours. Cette logique permet de se mouvoir à l'intérieur d'une totalité étale et homogène. Voilà, vous voyez, on navigue dans des juxtapositions de propositions temporelles, donc on se meut à l'intérieur d'une totalité étale et homogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Non hiérarchisée. Voilà, il n'y a plus cette hiérarchie, hein, cette hiérarchisation de plans, de valeurs, qui est le propre du platonisme et de l'aristotélisme. Une réalité étale et homogène. Homogène, ça c'est très très important. Homogène. Et qui est en même temps une manière de relier le passé, le présent, le futur. C'est-à-dire quelque part, tout est présent. C'est-à-dire le temps s'écoule, donc c'est le flux, hein, et donc c'est une référence exclusive au discours et non à l'être. Ça c'est très important, c'est ce que je développerai tout à l'heure. C'est les premiers à avoir vraiment expliqué l'étymologie du terme logique, c'est-à-dire la science du discours, du langage, du verbe, du logos. Et là, c'est un autre aspect de la logique qui n'est pas très évident sur la théorie du signifié, enfin, de l'exprimable. Vous voyez, c'est assez subtil, mais ça permet de rentrer un peu dans cette mentalité stoïcienne, d'homogénéité, voilà, de temporalité, et donc on ne cherche pas des structures certaines, hein, qui remontent à l'idée, valables en tout temps, en tout lieu. Et ça, il faut savoir que depuis le 19e siècle, c'est la structure de la logique, en fait, qui sous-tend beaucoup de recherches actuelles. Mais au niveau de l'éthique, qu'est-ce que ça leur apporte en éthique? Ça les mène à quoi? Par exemple, un exemple, c'est que chaque événement est particulier. Donc, il va falloir aux sages, aux philosophes, aux citoyens, trouver, par rapport à chaque situation, le comportement convenable. Je dis convenable parce que c'est le terme. Adapté, approprié, sans qu'on puisse dire, alors, tiens, je vis cela, alors, qu'est-ce qu'on me dit que je dois faire? Non, il n'y a pas de règle générale. Il faut, avant tout, s'adapter, trouver le comportement convenable, approprié, adapté à la situation, sans avoir aucune règle générale de conduite. Enfin, il y a quelques règles générales, mais après,
c'est au discernement de chacun de comprendre la spécificité de la situation temporelle qu'il vit et qui n'est pas forcément la même que le voisin vit, pour trouver la situation convenable. Là, je vous donnerai des citations très très belles sur quel est le comportement convenable, raisonnable, approprié, cohérent. Dans les entretiens de Épictète, c'est le cas. Oui, bien sûr. Toutes les situations sont, on les aligne, si je puis dire, et il y a un comportement. Dans les lettres, absolument. C'était dans les lettres qu'Épictète notamment et Sénèque vont écrire, puisque ce sont des directeurs de conscience. Ils ont des disciples. Ils disent, voilà, je dois trouver un travail. Qu'est-ce que tu me conseilles? Quel type de carrière me conseilles-tu, etc. Et on voit que les conseils sont toujours personnalisés. C'est pour ça qu'ils ont écrit beaucoup de lettres. Et le conseil qu'il va donner à un tel ne sera pas le même à tel autre, parce que les tempéraments sont différents, les circonstances sont différentes, et donc il y a une adaptation, une adaptation au monde, à l'environnement, à la situation temporelle concrète. C'est agir conformément à sa nature, et on passe sa vie à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est ni plus ni moins, parce que personne, aucun de ces courants philosophiques n'a jamais dit voilà ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'ils sont c'est philosophique. C'est pas un système fermé, c'est pas un système religieux, dogmatique. Ça, c'est sûr. Bon, on fait une petite pause. Donc, alors, on continue notre histoire de logique encore, parce que j'ai loin d'avoir fini. Donc, à la différence de la logique aristotélicienne, la théorie stoïcienne de la connaissance ou logique se préoccupe essentiellement des conditions réelles de la découverte de la vérité. C'est les conditions réelles, pas abstraites et théoriques, mais comment découvrir la vérité. Donc ça, c'est un autre volet de la logique. C'est la porte qui grince là? Ouais, mais c'est très gênant. Donc, un autre volet de la logique stoïcienne, c'est toujours dans cette idée d'éviter l'abstraction, la généralisation, et de rester ancré dans les conditions concrètes. Donc, comment trouver la vérité à travers cette logique? Donc, selon les stoïciens, elle ne va pas se manifester ni dans les propositions elles-mêmes, ni dans les sensations, comme diront les épicuriens, mais dans la représentation. Alors ça, c'est un autre élément très important chez les stoïciens, la notion de représentation, la fameuse fantasia. Représentation. Quelle représentation avons-nous du monde, des choses? Ça, c'est quelque chose qu'on verra évidemment développé dans l'éthique, mais qui a sa source dans la logique. Rappelez, Épictète dit, ou Sénèque dit, on ne souffre pas parce que les choses nous font souffrir, ou les événements nous font souffrir, mais on souffre à cause de la représentation qu'on s'en fait. La représentation.
hein, le jugement, mais il y a vraiment cette notion de représentation. Donc ça, c'est un élément éthique, mais qui a sa source dans la logique. Notion de représentation. Et donc, la représentation peut être trompeuse. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de trouver le critère de la représentation juste, de la représentation vraie. Et là, c'est pas aussi évident, je peux dire, c'est que les stoïciens vont développer la vision d'une explication, d'une représentation compréhensive, qui a des traits communs avec la clarté, la distinction chez Descartes, hein, beaucoup plus tard, et surtout, ils vont développer la notion d'évidence. C'est qu'une représentation vraie a, entre autres, un caractère d'évidence qui permet de se dire, bon voilà, c'est comme ça. C'est la théorie philosophique de l'évidence, c'est que la vérité n'est pas à chercher dans un rapport à un objet extérieur, mais dans un certain sentiment subjectif d'évidence, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. L'évidence. Et ce que vont dire les stoïciens, c'est assez subtil, c'est que l'évidence n'est pas pour autant contraignante, car l'acte de compréhension suppose l'assentiment que nous donnons à la représentation. Il y a deux... Oui, c'est complexe, mais bon. Il y a la représentation qu'on a, mais il y a aussi un autre aspect qui est l'assentiment qu'on va donner ou pas à la représentation. C'est-à-dire, c'est très subtil quand même, parce que même si on a une représentation qui tombe sous le sens, on dit aujourd'hui, qui semble évidente, ce n'est pas pour autant qu'on va y donner son assentiment. C'est-à-dire qu'on va être convaincu que c'est ça. C'est là où pour le stoïcien réside la liberté humaine, de pouvoir donner son assentiment à une représentation qui peut être vraie, mais qui peut être aussi trompeuse. Et aussi de ne pas donner son assentiment à une représentation vraie ou trompeuse. Donc l'homme est libre dans cette discipline de l'assentiment ou du non-assentiment. Ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre intuitivement peut-être. Parfois on a l'impression que voilà, c'est telle représentation qui est juste, mais on refuse consciemment ou inconsciemment de donner son assentiment à cette représentation. Parce qu'il y a quelque chose voilà, qui peut bloquer dans l'affectif ou dans... Une chose est de comprendre, et une autre chose est d'accepter. Et l'assentiment, c'est l'acceptation. Donc on peut avoir une représentation qui tombe sous le coup de l'évidence, oui, forcément ça, mais de ne pas donner son assentiment. Et ça, pour les stoïciens, c'est la maladie de l'âme. C'est ce qu'on va trouver dans l'éthique. Quand notre raison est obnubilée par la passion, nous donnons notre assentiment à une représentation non compréhensive, ou nous refusons notre assentiment à une représentation compréhensive. Et c'est là l'erreur, et la source de la souffrance aussi humaine, c'est soit de donner son assentiment à une représentation trompeuse, une représentation erronée, soit de ne pas donner son assentiment à une représentation juste. Hein? C'est-à-dire dans les deux cas, on est dans l'erreur. Et c'est cette erreur qui va être source de souffrance. Donc l'éthique va avoir pour finalité de réduire cette erreur pour être de plus en plus dans la représentation vraie et dans l'assentiment à la représentation vraie. Parce qu'on peut voir les choses telles qu'elles sont, mais ne pas pour autant
accepter qu'elle se passe comme ça. Donc on ne donne pas son assentiment. Vous voyez ? Il y a un côté peut-être plus mental dans la représentation, un côté plus affectif dans l'assentiment, mais c'est ce sur quoi ont travaillé les Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, notamment Marc Aurèle dans les Pensées pour moi-même, où on va trouver cette discipline de la représentation. Quelle représentation j'ai ? Comment puis-je avoir une représentation plus juste, moins faussée, notamment par les sensations, les passions, et ensuite, une fois que j'ai cette représentation juste, comment fais-je pour donner mon assentiment, c'est-à-dire pour renforcer la représentation. Zénon, parce que pour vous dire que ça venait de loin, bon, j'ai effacé Zénon, mais il est toujours là. Zénon comparait le processus de la connaissance, cette logique, au mouvement d'une main qui se ferme. Il faut dire que c'est quelque chose de dynamique. La main ouverte symbolise la représentation. On a une représentation, une image d'un événement, d'une personne, d'un objet. La main qui se ferme, l'assentiment. Pour dire que c'est un processus dynamique. La main qui se ferme, c'est l'assentiment. On n'arrive pas à l'assentiment d'un coup. La main fermée, c'est la compréhension. Là, on a une représentation compréhensive, on a une compréhension. Et la main fortement serrée, la science. C'est-à-dire que là, on a vraiment une représentation juste et avec l'assentiment vraiment très puissant. Donc, l'acte de connaissance n'est pas l'expression d'une spontanéité qui s'imposerait à l'expérience, mais il est un processus dynamique, un processus temporel qui est une sorte, en tout cas dans l'idéal, d'une coïncidence avec le principe actif qui est à l'œuvre dans l'univers. C'est-à-dire quand on arrive à avoir cette coïncidence parfaite avec l'univers, sans trouble, sans déformation, sans élément d'erreur. Donc de voir les choses telles qu'elles sont et d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment les deux plans, ça qui me semble intéressant, parce qu'il ne suffit pas de voir les choses telles qu'elles sont. Il faut ensuite pouvoir donner son assentiment. C'est la main qui se ferme, c'est d'avoir quelque chose de plus solide. Sinon, on continue, à la limite, ça ne sert à rien de voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir une représentation compréhensible, si on n'y donne pas son assentiment. Vous voyez ? Donc là, vous voyez, l'exemple où la logique, c'est-à-dire la théorie de la connaissance, voir les choses telles qu'elles sont, discerner le vrai du faux, a une conséquence immédiate dans l'éthique. Puisque l'éthique, ça sera le travail sur les représentations et le travail sur l'assentiment ou pas. Et le résultat. Et le résultat. On peut faire un lien avec Arthur Schopenhauer, tu sais, sur la théorie de la 16 et surtout sur le manque de représentation. Oui. Les représentations, il ne faut pas s'arrêter là. Oui. Oui. On peut faire un lien. Avec c'est le terme représentation qui est commun. Disons que c'est un petit peu différent. C'est pas qu'il n'y a rien de commun, mais là c'est tellement c'est tellement loin. Mais le terme est commun, c'est juste. Bon, alors, pour vous démoraliser complètement, c'est la dernière fois qu'on étudie la logique stoïcienne, mais il faut quand même... je l'ai mis au programme, donc on va quand même continuer. Autre élément, autre piste pour comprendre toujours la logique. Je ne sais pas si on fera autre chose que la logique aujourd'hui, mais c'est quand même un gros morceau. Autre élément stoïcien de la logique, c'est la notion d'exprimable ou de signifié. Et là, on touche la problématique du langage. Comme je disais tout à l'heure, les stoïciens vont prendre au sérieux l'étymologie du mot logique
en disant c'est la science du logos, mais aussi, enfin, donc du principe universel, hein, le logos, mais aussi en tant que discours, en tant que parole, en tant que verbe. Et en fait, ils vont être là aussi des précurseurs par rapport à ce qui s'est développé beaucoup plus tard sur la philosophie du langage. Alors, je vais vous donner un exemple, qui est un exemple qu'ils donnaient eux-mêmes, hein, pour comprendre le problème. Supposons, disait-il, qu'un grec converse avec un barbare ignorant le grec. Parce que c'est ça, en fait, l'origine de barbare, hein, celui qui ne parle pas bien grec, hein, qui fait des barbarismes. Pour dire l'importance de la parole. Donc un grec converse avec un barbare ignorant le grec. Et que le premier prononce par exemple le mot quon, chien. Quon, qui veut dire chien. Le premier, donc le grec, émet un son que le second entend parfaitement. Hein, le barbare entend le son. D'autre part, l'un et l'autre connaissent la chose. Ici, c'est l'animal que le premier entend désigner. Et pourtant, ils ne se comprennent pas. C'est idiot, hein? Pourquoi? Les stoïciens vont dire, donc l'un dit un mot, ils connaissent tous les deux ce que c'est qu'un chien, mais le barbare ne comprend pas, ils ne se comprennent pas. Il faut donc qu'entre le son et la chose s'intercale un troisième domaine, qui est le lieu soit de l'incompréhension, dans ce cas-là, soit, si c'était entre deux Grecs, de la compréhension. C'est ce monde intermédiaire que, dans la logique stoïcienne, on appelle le signifié ou l'exprimable. C'est pour ça que je disais au départ que la logique stoïcienne, c'est la logique de l'exprimable. Parce qu'ils vont étudier ce monde intermédiaire. Je vais vous donner une autre citation qui est très proche de... Ah oui, ça, on verra après. Donc, je vous ai marqué au tableau la logique stoïcienne. On a à gauche le son ou la parole, vous voyez, son, parole, c'est le mot prononcé. Le son ou la parole, quon, chien, etc. À droite, vous avez l'objet ou la personne, en l'occurrence le chien, l'animal, ou la personne si on parle de quelqu'un. Et au milieu, on a ce monde intermédiaire qu'ils appellent les signifiés ou les exprimables, qui est en fait la façon conventionnelle dont une chose est désignée. Pourquoi le barbare ne comprend pas ce que dit le grec? Parce qu'il n'a pas fait le lien entre le son et la chose, entre le son, quon, et l'animal. Il ne fait pas le lien. Donc, c'est comme quand on va dans un pays étranger et qu'on ne connaît pas la langue. On peut connaître les choses dont on nous parle, on peut entendre ce qu'on nous dit et rien comprendre. Parce qu'il nous manque ce monde intermédiaire du signifié ou de l'exprimable qui est la convention dont, dans telle langue, hein, on appelle telle chose, telle... Hein, voilà. Voilà, alors ça c'est un autre mode qui permet effectivement de chanter, de court-circuiter le monde intermédiaire. Alors parce que, non, c'est pour vous montrer quand même qu'il y a des choses subtiles dans la logique stoïcienne qu'on ne trouve pas dans la logique aristotélicienne. C'est un autre développement. Donc, Sextus Empiricus, un autre dit, c'est ce que je viens de vous dire, mais d'une autre manière. Les stoïciens ont prétendu que trois choses sont liées.
Ce qui est signifié, ce qui signifie est l'objet. Ce qui signifie, c'est la parole. Par exemple, le mot dion. Bon, là, je vous ai donné l'autre exemple de Quoll, le chien, mais là, dion. Donc, c'est le mot là. Ce qui est signifié, c'est ce qu'exprime le mot, la chose que nous comprenons et que nous pensons, mais qu'un étranger ne comprendrait pas, bien qu'il soit capable d'entendre le mot. Enfin, nous trouvons l'objet extérieur, dion, en personne. Donc, c'est l'objet ou la personne. Deux de ces choses, alors voilà, là on arrive à encore un autre aspect de la logique stoïcienne, deux de ces choses sont des corps. Pour les stoïciens, seuls les corps ont une existence réelle. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément des corps, mais qui sont quand même quelque chose. Quid, quelque chose. Donc, dans l'exemple pris, le son ou la parole, c'est un corps. C'est vraiment considéré comme quelque chose qui a une existence. Parce que nous sommes dans un monde de sons, de paroles. Ça a une existence. L'objet, le chien, l'animal ou la personne, sont aussi des corps. Par contre, ce monde intermédiaire du signifié, de la convention en fait de langage ou de l'exprimable, n'est pas considéré comme un corps. Deux de ces choses sont des corps, la parole et l'objet. La troisième est incorporelle, c'est ce qui peut être vrai ou faux. Donc là, on retombe sur notre plan de la représentation, de la convention, qui fait partie, pour les stoïciens, de ce qu'ils appellent les incorporels, la théorie des incorporels. Donc on a les corps et on a les incorporels. Et font partie des incorporels ce monde des signifiés et des exprimables. Et c'est là où il y a donc possibilité de se comprendre, d'interaction entre notre grec et notre barbare. Donc soit ils sont sur une même convention, soit ils ne connaissent pas, le barbare ne connaît pas les conventions des Grecs, et dans ce cas-là, il y a incompréhension. C'est là la source de ce qu'ils appellent la sorte du vrai et du faux. Donc soit on apprend la convention, et dans ce cas-là, ce monde intermédiaire, ce monde des interactions sera le monde de la compréhension, soit, si on ne connaît pas la convention de l'autre, il y aura incompréhension. Et ça, c'est très important, me semble-t-il, pour comprendre à quel point le langage peut être source de compréhension, mais aussi d'une totale incompréhension. Parce que... Oui, mais en général, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes conventions. Parce qu'on n'a pas les mêmes représentations. Et donc, comme on dit, les stoïciens ont découvert les premiers, parce que c'est vraiment les premiers à s'être intéressés à cette problématique, que le langage ne vise pas les choses directement, mais au travers d'un contenu de signification. Et que si dans les paroles, il y a différentes significations, différentes conventions, différents signifiés, eh bien on ne va pas forcément se comprendre. Oui, dialogue de sourds, malentendu, parce que tout se passe ici. Oui, c'est pour ça qu'on dit c'était des pionniers quelque part. Ça sera repris à partir du 19e sur justement toute cette théorie du langage. Je rappelais ce qu'on avait vu l'année dernière avec les contemporains, le fameux linguistic turn. C'est-à-dire beaucoup de philosophes vont s'intéresser au langage parce qu'on se rend compte que le langage est quelque chose d'extrêmement complexe et hyper important tant qu'on est dans les sociétés où on parle. Après, effectivement, on pourra dessiner, on pourra peut-être passer à d'autres conventions, parce que là, peut-être, ça sera plus simple. Ou par télépathie, on va tous se comprendre. Mais tant qu'on utilise des mots,
Voilà, il y a ce monde intermédiaire de la convention, de la représentation, de la signification, ce monde des incorporels, les incorporels. Donc, ça va ? Hein, donc, voilà, ça c'est une grande spécificité de la logique stoïcienne. Hein? Donc, je rappelle, le fait de s'attacher à des représentations temporelles et pas à des concepts, donc c'est des propositions d'interaction en mouvement, hein, où on ne cherche pas des généralisations. Hein. La notion de représentation et d'assentiment, hein, et cette notion des incorporels qui, tout incorporel qu'il est un monde très important, puisque c'est là où se jouent justement ces interactions. Et c'est vrai que c'est quelque part une vision de ce qu'aujourd'hui on appelle la vision complexe. À la Edgar Morin, enfin, tout ce monde intermédiaire. Et là, ils ont très bien expliqué avec les corps et tout ce monde intermédiaire d'incorporel. Alors, il n'y a pas que les signifiés ou les exprimables dans les incorporels, il distingue 4 types d'incorporels. Et je terminerai avec ça pour la logique. Il y a 4 sortes d'incorporels. Donc l'exprimable, donc c'est ce que je viens d'expliquer, hein, c'est la convention de langage en fait qui fait qu'on se comprend ou on ne se comprend pas. Il y a le vide, qui a aussi le statut d'incorporel. Le vide. Je vais vous expliquer ce que c'est que le vide. Le lieu et le temps. Vous voyez, c'est tous, en fait, comment expliquer ce statut des incorporels ? Ce sont des espaces d'interaction. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que la logique stoïcienne, c'est la logique du mouvement, hein, de l'interaction entre les choses, où tout est en train de se mouvoir de manière vivante. Hein? Alors, le vide, comment voit-il le vide ? De manière très particulière. Ils disent, il n'y a pas de vide dans le monde, mais le monde lui-même est dans un vide illimité. C'est-à-dire, notre univers, notre monde, est compact, quelque part. Il n'y a pas de vide. Hein, vous voyez, c'est complètement différent des épicuriens, hein, où les atomes se baladaient dans le vide de manière totalement aléatoire. Donc, on a un monde compact, il n'y a pas de vide. Par contre, cet univers se meut dans le vide infini, illimité, éternel. Donc, on a en fait un univers qui est un corps, comme un tout organique, compact, comme une boule de billard, qui se balade dans une totalité illimitée, infinie, qui est du vide. Donc pour eux, le monde ne serait que le globe terrestre. Ah non, pas le globe terrestre, l'univers connu, disons. Oui, parce que comme tu sais que le rond et la boule de billard, je pensais que... C'est pas que la Terre, non, c'est le monde, le cosmos, le fameux univers. Hein. Mais donc il y avait déjà cette vision d'un univers, en fait, qui fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Le lieu aussi se définit comme un intervalle, toujours occupé par un corps ou par un autre. Le lieu défini comme, vous voyez, intervalle, c'est toujours un monde intermédiaire. Hein? Donc l'incorporel, c'est l'espace où se meuvent les corps. Et enfin le temps, qui est aussi un intervalle de mouvement. Un intervalle du mouvement, les choses se déroulent dans le temps sans être modifiées par lui. C'est-à-dire, là c'est une vision un peu abstraite hein, du temps, qui est un intervalle, c'est-à-dire un intervalle de mouvement,
où les choses évoluent, mais sans être modifiées par le temps. C'est comme s'ils passent à travers le temps, on passe à travers le temps. C'est un intervalle. Oui, un champ. Un champ. Ouais. En fait, c'est très moderne, enfin c'est plus que moderne, c'est presque post-moderne comme vision de la logique, mais aussi de la physique. Bon, ça c'est les éléments, c'est pas tout, hein, mais c'est les éléments que je considère assez essentiels de la logique stoïcienne. Montrer que vraiment il y a une spécificité de cette logique, qu'elle n'est pas une logique aristotélicienne appauvrie, pas du tout, qu'elle a vraiment sa spécificité, mais qui n'est pas évidente à saisir, mais il faut retenir cette notion de représentation. Hein, ça c'est de représentation, de signifié, d'exprimable, et tout ce monde, quelque chose à qui ils ont réfléchi, quel statut leur donner, puisque ce n'était pas des corps, mais c'était quand même quelque chose, le statut des incorporels. Alors, normalement, on devrait déboucher sur la physique. Alors, je vais vous donner simplement quelques éléments, parce que là, c'est un peu costaud quand même ce matin, non? Oui, hein? Si vous voulez creuser, je vous conseille un petit que sais-je. Il y a des petits que sais-je sur le stoïcisme, hein, de Jean Brun, d'un autre, qui vous résume toujours les que sais-je, c'est 126 pages, hein, c'est pas trop. Ça développe tout ce que je viens de vous dire. Mais c'est vrai que c'est un peu ardu. C'est pour ça que là, je résume un petit peu. C'est pour ça que je me permets de ne pas rajouter Schopenhauer, parce que c'est déjà assez complexe comme ça. Alors si on rajoute alors là, bon, quelques éléments de physique, et puis qu'on reprendra la semaine prochaine avec physique et éthique. Mais vous voyez déjà, avec la logique, comment ça a des conséquences quand même concrètes sur l'éthique et la mort. Alors la physique, on va parler, et c'est toujours un peu la même vision, d'une physique de la continuité et de l'immanence. Immanence, dans le sens où, dans la physique stoïcienne, dans la vision stoïcienne, il n'y a pas de transcendance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde, comme on a vu tout à l'heure, hein, hiérarchie supérieure, au-delà, tout se passe à l'intérieur, hein, de cet univers, et le monde n'est pas créé ni organisé par un Dieu, il est Dieu lui-même. D'où cette idée de destin, de providence, qui est très forte chez les stoïciens. Alors, un élément pour comprendre cette philosophie de l'immanence, c'est un principe permanent d'organisation, hein, de vie, mais qui est à l'intérieur de l'univers. Et ce principe, il a plusieurs noms. Parfois, il est appelé le pneuma. Pneuma, comme dans les pneumatiques. Pneuma. Pneuma, ça veut dire le souffle. Le souffle vital. Pneuma. Donc ça, c'est le principe constitutif de l'univers, mais qui est à l'intérieur de l'univers. C'est une espèce de fluide, pneuma, ou souffle vital, qui pénètre l'univers tout entier, aussi bien donc les régions célestes que les régions sublunaires, terrestres, etc. Donc là, c'est le cosmos tout entier qui est pénétré, qui est transpercé par ce pneuma. Donc vous voyez, c'est le principe qui traverse tout, l'infiniment grand, mais aussi l'homme et l'infiniment petit. Oui, comme dit Émile, c'est une sorte de champ, hein, qui constitue un champ qui nous traverse tous. Et ce pneuma agit à la façon d'un champ de force
qui va maintenir la cohésion de l'ensemble. Quand on parle de solidarité, de sympathie, c'est aussi la cohésion de l'ensemble, la boule de billard, le compact. Qu'est-ce qui permet cette cohésion? C'est ce pneuma qui va contrecarrer toutes les tensions qui pourraient être centrifuges. Hein, donc il y a à la fois une tension centrifuge, mais tension aussi centripète, hein, qui ramène au centre et qui explique comment cet univers, il est tout le temps en cohésion. Et qui va garder cette organisation. Sauf, comme disent certains stoïciens, à la fin d'un temps, où il y a une sorte de conflagration générale universelle, une sorte de destruction complète, hein, la fameuse ekpyrosis, conflagration avec du feu, non, où l'univers là est détruit et où les éléments vont à un moment donné se reconstituer pour refonder un nouvel univers. Donc une vision cyclique de conflagration régulière, où là il y a dissolution, où il y a éclatement total de l'univers, mais qui n'est pas définitif, hein, qui n'est qu'un moment, et ensuite on va retrouver un autre univers. Donc, c'est ce pneuma qui agit comme un champ de force, qui maintient les parties de l'univers, donc qui empêche leur dissipation dans le vide, hein, dont on parlait tout à l'heure, et qui assure également l'individualité de chaque être, l'individualité de chaque âme. C'est ce même pneuma qu'on va trouver dans l'âme, et qui assure la cohésion de l'âme. C'est-à-dire ce champ de force, là, petit, individuel, qui est dans l'être humain. Ah oui, il y a la notion d'âme. Non, elle est constituée, hein, de ce champ de force, et à un moment donné, elle va aussi disparaître. Et comment ils incorporaient leur Dieu, Dieu, l'univers est Dieu. Dieu est dans l'univers. C'est un principe d'organisation, de cohésion, d'attraction. Et donc, les dieux romains, Mars, Jupiter, Junon, etc., c'était les dieux de la religion populaire. Mais eux-mêmes, leur dieu, c'était le principe intelligent d'organisation de l'univers. C'était pas, ils n'avaient pas besoin d'autres dieux. C'est une démarche scientifique, mais pas théologique. Oui, c'est une démarche qui n'est pas théologique, mais philosophique, scientifique, comme vous voulez, mais pas... Donc, ce principe immanent, c'est pour ça qu'on parle d'immanence, d'organisation, il l'appelle pneuma dans sa réalité physique, mais il est aussi appelé le logos universel. Alors, cette fois, le logos, pas simplement la parole ou le son, mais l'intelligence cosmique, qui préside à toutes les destinées, aux destinées de l'univers, mais aussi aux destinées de chacun d'entre nous. Et donc il y a une rationalité, il y a une intelligence, il y a une raison à ce logos qui préside aux destinées de l'univers le mieux possible. C'est ça qu'il y a cette idée où, pour être heureux, ou pour être véritablement philosophe ou sage, il faut s'intégrer dans cette intelligence cosmique. Parce que de toute façon, voilà, le monde éclos, on ne peut pas s'en échapper, s'en libérer. La liberté s'obtient de l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a la notion de destin, de providence, où tout arrive pour le mieux, si on est dans une juste représentation. Et si on donne son assentiment à cette juste représentation. Donc c'est facile d'être heureux pour un stoïcien, entre guillemets, puisque le monde
est organisée de manière rationnelle, intelligente, solidaire, organique, vivante. Il n'y a que s'y inscrire dedans. C'est pour ça qu'en éthique, on fait toujours des va-et-vient, il y a cette idée de vivre conformément à la nature. C'est tout. Et donc, d'enlever tout ce qui fait barrage ou tout ce qui est source de vision erronée. Alors, pour dire quand même que ces gens étaient, quelque part des précurseurs scientifiques, puisque cette physique leur a permis d'expliquer pour la première fois des phénomènes qui étaient jusque-là inexplicables. Donc, c'est intéressant de savoir quand même lesquels. Posidonius, au nom de la sympathie universelle, met pour la première fois en rapport le mouvement des marées avec les phases de la Lune. C'est-à-dire l'interaction, vous voyez, c'est la mise en évidence de certaines interactions qui jusqu'alors n'étaient pas du tout comprises. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y a une influence évidente de la Lune sur les marées. Ils l'avaient déjà trouvé. De même, ils ont été les premiers à pressentir que le son ne se propage pas en ligne droite, mais par une série d'ondes concentriques. La propagation du son en ondes concentriques, c'est les stoïciens. Et oui, donc pour dire que ils sont aussi, par leur physique, par leur logique, amenés à découvrir des phénomènes qui étaient à leur époque inexpliqués. Bon, voilà quelques éléments sur la physique. Donc, on va parler d'une physique de la continuité, de l'interaction, de l'immanence, donc qui est très très différente de la physique platonicienne ou aristotélicienne et épicurienne évidemment, où c'était le hasard total. Et pour la logique, on va parler d'une logique pas du concept, mais de l'exprimable, du signifié. Ça va ? C'est pour résumer les grandes idées. Et voyez comment tout ça débouche quelque part sur l'éthique. Et évidemment, là, ça sera assez simple pour nos philosophes du nouveau stoïcisme de voir qu'est-ce que ça implique au niveau de l'éthique, c'est-à-dire au niveau de la pratique, du mode de vie et des exercices à pratiquer par rapport à la représentation, à l'assentiment, à cette vision aussi de l'immanence. Mais représentation et assentiment, c'est ce qui est capital en fait. Oui, c'est très très important. Très très important. Représentation compréhensible. Et je crois que le distinguo, effectivement, entre la représentation et l'assentiment peut être un critère très puissant La sagesse. Enfin, de voir les choses avec philosophie. Oui, tout à fait. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, c'est vraiment essentiel. Bon, c'était un peu hard. J'en ai tout à fait conscience. Mais comme on les avait déjà vus par d'autres biais, je me suis dit que là, c'était le moment ou jamais d'étudier la logique. Et je vous promets, on n'en reparlera plus jamais. C'est pas vrai. Bon, et la semaine prochaine, ça sera plus simple, avec l'éthique. Oui, disons, oui, c'est les points communs. C'est les points communs. Mais vous savez que Chrysippe, donc de l'ancien stoïcisme, est considéré comme un des plus grands dialecticiens de l'Antiquité, parce que parfois on parle de logique, mais aussi parfois de dialectique, ce qui est moins connu chez les stoïciens, mais on dit qu'il a écrit plus de 700 traités, un immense dialecticien, dont on n'a malheureusement plus de traces, mais
Tout ça pour donner toutes ces lettres de noblesse à la enfin quelque part quand même, à la métaphysique, à la logique, à la physique des stoïciens. C'est pas du tout mineur. La physique. Il n'y a pas de métaphysique puisque la physique englobe tout. Mais disons qu'il y a une réflexion que nous on appelle métaphysique parce que quand même il y a un questionnement sur l'organisation du monde. Mais bon.